c'est une très bonne question. Nous essayons dans pratiquement toutes nos grandes stratégies d'être majoritaires dans nos investissements. Pourquoi? Parce que quand on est majoritaire, on a plus de leviers pour mettre en œuvre les décisions, les stratégies qui nous paraissent le plus susceptibles de créer de la valeur dans nos entreprises. Une fois qu'on a dit ça, il peut arriver que nous soyons minoritaires, et effectivement, ça arrive. Et en général, dans ces cas-là, on investit toujours accompagné d'un pacte d'actionnaires qui nous garantit des fenêtres de liquidité pour nous permettre effectivement, à un moment qui nous paraît pertinent, de sortir, de passer la main pour pouvoir dégager les ressources et investir dans de nouvelles entreprises. Alors, je vais prendre vos questions dans l'ordre. D'abord, s'agissant de Tikehau, je ne l'ai pas oublié, je n'ai mentionné aucun de nos investisseurs institutionnels. J'ai mentionné par contre nos grands investisseurs, personnes physiques. Et comme vous avez vu, ils représentent une part très importante de notre capital. Tikehau, ce sont des gens, nous sommes une société cotée, donc n'importe qui peut acheter une action Euraseo ou plusieurs actions d'Euraseo comme le fait Tikehau. Je ne sais pas, peut-être que je devrais être honoré d'ailleurs, parce qu'au fond, on est assez concurrent avec Tikehau et ils investissent leur argent chez Euraseo, donc peut-être que c'est un bon signe pour Euraseo. S'agissant maintenant de Carambar, vous avez tout à fait raison. On a acheté un portefeuille d'une douzaine de marques, Carambar, Créma, La Pie qui chante, les pastilles Vichy, le chocolat Poulain, et j'en passe. Vous les avez sous les yeux. Et vous avez employé le bon terme, qui effectivement sont des belles endormies. Ce sont des marques que tout le monde connaît, mais dont la part de marché n'est pas du tout à la hauteur de leur notoriété. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elles appartenaient à une très grande société américaine qui s'appelle Mondelez, qui a un portefeuille de marques extrêmement large et qu'ils avaient fait des arbitrages au sein de leur portefeuille de marques et plutôt privilégié d'autres marques. Le pari que nous avons fait, c'est de racheter ces marques. On a racheté 5 usines. On est en train de rapatrier en France la totalité de la production parce qu'on pense que dans ce genre de produit, le Made in France a une vraie valeur. C'est une garantie de qualité, c'est une garantie de bonne composition dans la mesure du possible de nos produits. On a également prévu des budgets considérables, plusieurs dizaines de millions d'euros, pour rénover ces usines et les mettre aux meilleurs standards. Et sur le plan de la grande distribution, et là aussi, vous avez raison, votre remarque est tout à fait pertinente. Nous venons de racheter l'activité bonbon de Lutti. Il faut savoir que dans le marché, il y a un numéro 1 qui était assez loin devant tout le monde, qui est Haribo. Carambar, Créma était numéro 2 et Lutti numéro 3. La combinaison de Lutti et de Carambar va faire un deuxième, mais un deuxième très proche de Carambar. Et dans la grande distribution, quand vous êtes un petit acteur, la grande distribution peut vous dicter sa loi. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes déréférencé. Quand vous êtes un gros acteur, c'est difficile de déréférencer des marques dont les gens ont besoin. Donc ça rééquilibre un tout petit peu les termes de négociation. Merci pour ces deux questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a vendu Accor et pourquoi est-ce qu'on a vendu une partie de notre participation dans Moncler? Accor, nous avons investi un tout petit peu en 2006 et l'essentiel en 2008. On a vendu en 2018, donc on est resté 10 ans quand même un des premiers actionnaires d'Accor. Je peux vous dire que dans le monde économique, c'est une sacrée tranche de vie, 10 ans comme actionnaire d'une entreprise. On a vraiment accompagné cette entreprise dans le développement. Je crois on peut dire qu'on a contribué à la transformer, d'abord avec la séparation entre l'activité hôtelière et l'activité des tickets restaurants. Ensuite, avec tout le travail fait sur l'optimisation du patrimoine immobilier, les grandes acquisitions. Donc, c'est devenu aujourd'hui une des grandes sociétés hôtelières mondiales. On a vendu à 42 euros. Je crois qu'Accor est aujourd'hui un peu en dessous de 40 euros. Et on fait 2 fois notre investissement cash on cash dans la moyenne que j'évoquais tout à l'heure. Chez Moncler, c'est une très belle marque, Moncler. Moncler, c'est une société qu'on avait regardée pendant presque 4 ans avant d'investir dans la société. Donc on la connaissait bien. On avait beaucoup d'idées sur la façon de développer cette société que nous avons mise en œuvre. Et je crois que ça a été un vrai levier de création de valeur pour Moncler. On l'a coté, introduit en bourse en décembre 2013. Il faut savoir que sur Moncler, sur les dernières tranches qui nous restent,
on fait à peu près 6 fois cash on cash notre investissement. Vous savez, il faut accepter l'idée que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Encore une fois, comme je le disais en introduction, nous sommes fondamentalement une société d'investissement et pas un acteur diversifié. Et donc, à un moment donné, c'est notre responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nos actionnaires, que de céder une société, de dégager des plus-values d'abord, transformer des plus-values potentielles en plus-values réelles, et puis dégager du cash pour investir dans de nouvelles sociétés. Donc, on n'a pas de regrets. On a accompagné le développement de Montclair, on en a encore une petite tranche, et puis un jour, on n'en aura plus. Alors sur l'action gratuite, vous avez raison de le rappeler, tous les ans, Eurazeo distribue une action gratuite pour 20. Et cette distribution d'actions gratuites a beaucoup d'avantages. Première, c'est que ça permet d'augmenter la liquidité du titre. Beaucoup d'actionnaires sont très sensibles à la liquidité du titre. Deuxième avantage, ça a un effet bénéfique sur le dividende, puisqu'un actionnaire qui conserve ses actions, s'il a 100 actions au 1er janvier, il aura 105 actions au 1er janvier de l'année suivante, et donc il touchera 105 fois le dividende au lieu de toucher 100 fois le dividende. Par ailleurs, comme nous rachetons nos propres titres régulièrement, puisque Eurazeo, comme je le disais, traite à une décote, donc on considère que tant que nous avons une situation de trésorerie qui est très solide, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre situation de trésorerie pro forma des opérations que nous avons annoncées, mais qui sont en attente de réalisation parce qu'on attend les autorisations définitives, notamment des autorités de la concurrence, notre situation de trésorerie est de l'ordre de 700 millions d'euros. Et on n'a pas de cash, puisque je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de cash au niveau d'Eurazeo. Donc on peut se permettre de racheter nos propres actions avec une décote par rapport à la valeur des actifs, et on annule ces actions, ce qui est relutif pour tous nos actionnaires. C'est un très bon placement pour Eurazeo. Donc le fait de donner une action pour 10, une action pour 20, permet de régénérer de la liquidité, alors que le rachat d'actions aurait plutôt tendance à réduire cette liquidité. Après le réglage, il nous est arrivé certaines années, il y a une dizaine d'années de ça, donner une action pour 15, une action pour 10. Et maintenant, depuis maintenant environ 10 ans, on donne effectivement de façon très régulière une action pour 20. C'est une décision de l'Assemblée générale, donc je ne peux pas me substituer à l'Assemblée générale pour l'avenir. Mais en tout cas, c'est pour le moment l'intention du directoire de continuer de proposer à l'Assemblée générale, au Conseil de surveillance d'abord et à l'Assemblée générale ensuite, de distribuer cette action pour 20 qui donne plus de liquidité. On constate également que le cours rattrape en général assez vite l'effet du détachement, donc c'est bénéfique pour le soutien du titre. Et encore une fois, c'est un avantage pour le dividende. Alors nous pouvons investir dans des sociétés en forte croissance, avec un potentiel effectivement très important. Je ne dirais pas au tout démarrage, pour une raison très simple que vous allez comprendre. Chez nous, ce qui est le plus rare, ce n'est pas l'argent, ce sont les équipes. Et si j'investis 1 million dans une entreprise, ça demande à peu près autant de travail que d'investir 200 millions dans une entreprise de taille moyenne. Et si je fais 3 fois, 4 fois de multiples sur un investissement d'1 million, ça ne sera évidemment pas très visible par rapport à un actif net réévalué de 6 milliards. Donc on a quand même un point d'entrée qui est un petit peu plus haut pour nos investissements. Nous avons 2 ressources pour ça. La première, mais c'est la plus simple, ce sont les ressources financières. Je dirais, si effectivement, dans le cadre de son développement, une entreprise a besoin de finances, évidemment, on va lui apporter, mais ça, c'est facile. Le plus important, ce sont les ressources en termes de compétences. Et nous avons effectivement chez Eurazeo des équipes. Sophie et son équipe, par exemple, passent la plus grande partie de leur temps, non pas à travailler pour Eurazeo SE elle-même, mais à travailler, à contribuer au développement des sociétés du portefeuille. Nous avons des équipes financières, nous avons des équipes d'audit, de contrôle de gestion, des équipes de M&A pour faire des acquisitions, non seulement des équipes, mais des implantations, comme je le disais en préambule, dans certains pays pour accompagner le développement de nos entreprises. Donc effectivement, ce développement, cet accompagnement dans le développement, ce n'est pas juste le fait de le vouloir, il faut avoir vraiment les équipes pour accompagner le management de nos sociétés. Alors, Idinvest, c'est une société d'investissement qui a été créée en France il y a une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant. C'est une société qui fait partie des investisseurs
qui était dans la case de droite dans le slide que j'ai présenté, puisqu'ils gèrent essentiellement, exclusivement, de l'argent de leurs partenaires investisseurs, ce qu'ils appellent les limited partners. Ce qui nous a conduit à racheter Idinvest, on a racheté 70%, et puis on a un accord qui nous permet, dans les 4 ans qui viennent, de racheter les 30% restants. C'est le fait qu'Idinvest nous permet d'accélérer notre développement dans la gestion pour compte de tiers, qui est un des axes de développement que j'évoquais tout à l'heure. Et d'autre part, Idinvest, qui est présent sur 4 segments d'activité, le venture, le segment croissance, la dette et le fonds de fonds, nous apporte 3 nouvelles activités. Le seul sur lequel nous avons un recouvrement, c'est le segment venture, pardon, le segment grosse, croissance. On a Eurazeo Croissance parmi nos stratégies et il y a Idinvest Grosse. Nous sommes en train de fusionner ces 2 équipes, ces 2 entités, pour faire un des très grands, sinon le plus grand acteur du segment croissance en Europe. Et notre ambition, c'est l'année qui vient ou l'année d'après, de lever un fonds qui pourrait atteindre 1 milliard sur le segment croissance. Les 3 autres activités d'Idinvest, la dette privée, le fonds de fonds et le venture, sont 3 nouvelles activités pour Eurazeo. Et bien sûr, dans le cadre du développement de l'entreprise, ça nous intéresse d'agréger à notre portefeuille d'activités des activités nouvelles, évidemment de même nature que celles que nous avons. Et puis notre objectif est bien sûr d'accélérer la croissance d'Idinvest. Pour l'instant, ça fonctionne très bien, puisque lorsque nous avons signé l'acquisition d'Idinvest, c'est récent, c'est au mois d'avril de cette année, Idinvest gérait 6,9 milliards d'euros. Aujourd'hui, Idinvest gère environ 8 milliards d'euros. Donc ils ont déjà augmenté de 1,1 milliard d'euros le volume de leur actif sous gestion.